Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Toyota Prius. Il n'y a aucune plainte concernant la suspension des voitures, ni avant ni après le restylage. Avant que le kilométrage n'atteigne 200 000, la seule chose qui devra absolument être remplacée, ce sont les jantes de force stabilisatrices. Il existe également des possibilités de changer les rotules, les supports de jantes de force ou les blocs silencieux des bras de commande avant avec des kilométrages inférieurs à 200 000, mais pas à 100%. À l'arrière, tout est encore plus simple et plus durable, avec des kilométrages supérieurs à 250 000, souvent les blocs silencieux de la poutre arrière, les amortisseurs et leurs bagues peuvent être d'origine et dans un état tolérable. L'idylle est légèrement gâchée par la très probable panne des roulements de roues, qui n'aiment vraiment pas les roues bizarres et les mauvaises routes. La direction avec un simple ESD sur la colonne de direction ne pose pratiquement aucun problème. À très haut kilométrage, les capteurs de couple tombent en panne et le volant peut bouger légèrement vers la droite ou la gauche, le capteur de position s'use et un zéro clair disparaît, le bloc de contact peut griller, mais principalement à cause d'erreurs du réparateur. Eh bien, le rack lui-même est sujet au taraudage et la durée de vie des pointes n'est pas record. Après 50 000 à 60 000 km, elles doivent être vérifiées régulièrement. Beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas ce qu'est l'Hybrid Synergy Drive, l'appelant soit un variateur, CVT, soit simplement une transmission électrique. Et ici, nous avons besoin d'une explication. Le problème de toute transmission électrique de faible puissance est son efficacité. Plus la puissance est faible, plus le rendement est faible. Pour la puissance d'un moteur de voiture particulière, le rendement est très faible, au mieux inférieur à 70%, ce qui rend l'utilisation d'une telle transmission totalement inefficace et inadaptée dans la pratique. L'idée ingénieuse des concepteurs japonais repose sur l'utilisation d'un mécanisme à double différentiel, qui divise d'abord le flux de puissance en deux branches à l'aide d'un différentiel, et un deuxième différentiel réduit à nouveau le flux de puissance en une seule. En modifiant le rapport de démultiplication dans l'une des branches de l'espace, vous pouvez modifier le rapport de démultiplication global de l'entraînement. Dans le cas de conversion mécanique, cela n'a pas beaucoup de sens, car moins la puissance circule dans cette branche du diviseur différentiel, plus le rapport de réduction doit être élevé pour influencer le rapport de transmission global. Mais pour une transmission électrique, le coefficient de réduction tend vers l'infini et peut même être négatif, ce qui la rend bien adaptée pour travailler dans un tel diviseur. Le flux de puissance du moteur à combustion interne est divisé en deux parties inégales par le premier différentiel. La majeure partie du couple va à la transmission mécanique et au différentiel combiné. Et une petite partie du couple va à la transmission électrique, avec ses énormes capacités de conversion. L'électronique de la voiture règle facilement le rapport de démultiplication requis dans le circuit générateur moteur électrique et, grâce au fonctionnement du mécanisme différentiel, le rapport de démultiplication global change dans des limites tout à fait suffisantes pour le fonctionnement d'une voiture de tourisme. Dans le même temps, la puissance transmise par la partie électrique reste relativement faible et le faible rendement de la partie électrique de la transmission a peu d'effet sur l'efficacité de la centrale électrique dans son ensemble, car la majeure partie de la puissance est transmise par un mécanisme mécanique. Transmission avec un rendement proche de 100%. Ce système ne possède pas de convertisseur de couple et ne nécessite ni embrayage ni système hydraulique complexe. Un maximum de 2 ou 3 freins à bande pour permettre au système de fonctionner sans l'un des moteurs et un simple embrayage de débrayage. Le rapport de démultiplication de la partie électrique de la transmission change en continu et le couple sur l'arbre de sortie de la transmission change également en douceur. C'est pourquoi on l'appelle CVT, mais techniquement, ce n'est pas vrai. Il n'existe aucun mécanisme permettant de modifier en douceur le couple, c'est juste une transmission de puissance. Techniquement, la transmission est réalisée sous la forme d'un ensemble de réducteurs planétaires, ce qui la rend très compacte et pratique pour une installation sur des voitures. Le système s'est avéré si efficace que de nombreux concurrents, dont GM et Honda, l'ont acheté à Toyota. Dans la Prius de deuxième génération, la puissance totale des machines électriques est de 50 kW, la puissance du moteur à combustion interne est de 58 kW, soit 77 chevaux. La transmission de puissance elle-même n'est pas très importante, l'intérêt de cette voiture ne l'est pas seulement dans la transmission astucieuse, mais aussi dans le fait que la transmission de puissance est réversible, stockant de l'énergie lors du freinage et libérant de l'énergie lors de l'accélération. Cela vous permet de vous contenter de moins de puissance du moteur à combustion interne, de l'utiliser uniquement dans les modes de fonctionnement les plus rentables, ou même de parcourir une certaine distance en mode électrique,
la Prius 2 européenne dispose également de cette option. L'hybride ne dispose que d'une seule boîte de vitesse, en fait la HSD de deuxième génération. L'unité est fiable, mais non sans faiblesse. Le principal problème de la pièce mécanique réside dans les vibrations. Avec le kilométrage, elles augmentent et la vitesse de leur manifestation diminue. Parfois, la cause est l'usure du joint homocinétique, mais le plus souvent, le problème se situe au sein de l'unité elle-même. Les bagues de l'embrayage à 3 voies sont principalement sujettes à l'usure. La présence de traces jaunes de bronze dans le filtre à caisson indique presque toujours une usure. Le roulement conique du bloc d'engrenage est le deuxième à se briser, et il existe également un risque de rupture du différentiel. Oui, on ne peut pas remorquer une Prius, pas du tout. La boîte se brisera rapidement et complètement. Il est théoriquement possible de le réparer, mais en pratique presque personne ne le fait. Heureusement, les prix des boîtes de vitesses automatiques d'occasion se situent entre 200 et 300 €. En moyenne, la transmission dure environ 250 000 avant que de graves problèmes ne surviennent. La deuxième partie importante de la transmission est l'inverseur, qui est responsable du rapport de démultiplication de la transmission. La voiture n'a également qu'un seul moteur. Il s'agit du 1NZ FXE, une version spéciale du populaire 1NZ, fonctionnant selon le cycle Atkinson et présentant un certain nombre d'autres différences par rapport au moteur conventionnel. Par exemple, un entraînement de pompe électrique, pas la pièce la plus fiable, et un accumulateur de chaleur dans les versions américaines, utilisés pour un échauffement rapide lors des démarrages à froid. Ces moteurs appartiennent à la même génération que le tristement célèbre 1ZZ et présentent des problèmes similaires. Tout d'abord, préparez-vous au fait qu'après un kilométrage de 120 à 150 000, l'appétit pour l'huile augmentera même avec l'huile Toyota, et deuxièmement, la ressource de la chaîne de distribution est très courte, après des centaines de milliers de kilomètres, vous devez être prêt à le remplacer. Certes, il peut durer plus de 200 000 et le prix de remplacement n'est pas trop élevé, mais pour Toyota, c'est loin d'être le meilleur moteur. Les vibrations et les vitesses flottantes, ainsi que la buée sur les capots, ne sont pas non plus bonnes pour le moteur. Les coûts du mécanisme de soupape nécessitent un réglage des jeux. La version du moteur de la Prius n'a pas de compensateurs hydrauliques et les sièges de soupape sont très délicats. Une particularité de la version FXE est une forte contamination du collecteur d'admission, ainsi que des exigences élevées envers les bougies d'allumage et les sondes lambda. Il faut les changer relativement souvent, mais il vaut mieux installer ceux d'origine. Il existe également quelques petits problèmes typiques. Ainsi, le capteur de pression d'huile est inefficace, sujet aux fuites, et les chemises n'aiment absolument pas la moindre diminution du niveau ou de la pression d'huile. Un bloc cylindre en aluminium perd facilement les filetages des boulons de culasse, mais dans ce cas, la technologie d'installation de chemise est utilisée depuis longtemps. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Toyota Prius XW20. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.